Alors donc, on poursuit dans le cadre de cette journée SIG Université Laval. Comme je le disais, donc, prochaine conférence qui nous amène dans le secteur forestier, qui nous amène également dans la lutte au changement climatique. Alors, on le sait, le GIEC reconnaît que la foresterie constitue une voie privilégiée d'atténuation des changements climatiques. Elle s'inscrit dans une politique plus large d'aménagement du territoire. Et au Québec, les travaux de simulation suggéraient qu'un portefeuille ambitieux d'actions mobilisant le territoire forestier et les industries de la transformation et l'utilisation du bois pourrait permettre des atténuations annuelles substantielles dès 2030. J'en dis pas trop, puisque c'est Hélène Tifo, donc ingénieure forestière et professeure agrégée au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval, qui va nous amener sur ce terrain. D'ailleurs, ces champs d'expertise touchent l'aménagement forestier, le carbone forestier, la biomasse forestière, la bioénergie, les chaînes d'approvisionnement en produits forestiers, l'écologie des sols forestiers également. Et, entre autres choses, elle est responsable d'un projet majeur d'infrastructure financé par la Fondation canadienne pour l'innovation qui vise à instrumenter la forêt Montmorency, la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Alors, c'est avec plaisir que je lui cède la parole. Accueillez Evelyne Tifo. Merci beaucoup. Je suis contente de venir vous parler de foresterie, du secteur forestier et de la lutte au changement climatique. Donc, j'enseigne au département des sciences du bois et de la forêt. Je suis ingénieure forestière de formation, donc j'enseigne à des futurs professionnels de la forêt qui vont faire de l'aménagement forestier. Je donne des cours en écologie forestière et donc je travaille là, à une échelle, je creuse des trous beaucoup là, en forêt. Je fais partie d'un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Je voulais juste vous le présenter rapidement. Et donc, c'est un centre qui travaille sur la mise en valeur et le développement de méthodes pour l'utilisation responsable de la ressource forestière, donc principalement le bois, mais aussi d'autres fibres lignocellulosiques, pour voir de quelle manière donc, le bois, la ressource forestière, peut aider à répondre aux besoins actuels et futurs des sociétés, donc en termes de matériaux et d'énergie. Donc, je travaille en écologie, mais je suis dans un centre de recherche là, qui s'intéresse plutôt aux matériaux. Donc, je vais vous parler des changements climatiques. Je vais commencer avec cette figure-là. C'est le budget carbone global. Donc, c'est une équipe là, qui s'appelle le Global Carbon Project qui publie ça à chaque année, qui montre les flux de carbone et la quantité de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère année après année, qui nous amène à comprendre qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui cause les changements climatiques et qui cause l'augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on voit dans le fond sur cette figure-là, il y a des flèches qui montent, des flèches qui descendent. Donc, les flèches qui descendent, c'est les processus qui sont capables de retirer du CO2 de l'atmosphère et de le séquestrer, de le stocker dans des réservoirs sur la planète. Et les flèches qui montent, c'est les sources de gaz à effet de serre à l'atmosphère. Donc, il y a deux flèches principales là, qui descendent, donc qui sont des processus qui retirent du CO2 de l'atmosphère. La plus importante, en fait, c'est la biosphère. Donc, ça, c'est la végétation, en grande partie la végétation forestière qui fait de la photosynthèse et donc, année après année, capable d'aller retirer du CO2 de l'atmosphère et de le stocker dans la biomasse végétale. Donc, c'est un processus important, une chance qu'il est là, parce que on a deux grosses flèches qui montent, donc c'est des sources de CO2 à l'atmosphère. La plus importante, c'est les émissions qui viennent de la combustion des énergies fossiles. C'est pas une surprise. Et donc, cette flèche-là, elle est, hélas, 3 fois plus grosse que la flèche qui descend. Et il y a aussi le land use change, ça c'est les changements d'affectation des terres, donc principalement la déforestation qui fait qu'il y a beaucoup de CO2 qui se ramasse à l'atmosphère. Et donc, c'est à cause de cette débalance-là qui fait qu'année après année, la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente parce que les flèches qui montent sont plus importantes que les flèches qui descendent. Donc, les scientifiques à grandeur du monde, notamment réunis dans le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, sonnent l'alerte depuis longtemps et nous disent il faut travailler sur ces flèches-là, il faut faire rapetisser les flèches qui montent et faire grossir la flèche qui descend. Donc, il faut qu'on fasse mieux que le bilan actuel si on veut arrêter d'augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il faut faire mieux que l'état actuel. Donc, pour faire mieux, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait, donc qu'est-ce qui nous a menés dans cette situation-là.
Donc, les chercheurs du Global Carbon Project, bien, ils se fient aux données publiées par les différents pays, donc l'analyse que les différents pays font de leurs sources et de leurs puits de carbone à l'atmosphère. C'est notamment ce que le Canada fait. Les autres pays qui sont signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à chaque année, font un rapport d'inventaire national de leur GES. Donc, le Canada le fait aussi. Et dans ce rapport-là, bien, il y a tout un chapitre qui est consacré au territoire, donc aux sources, aux puits de carbone qui viennent du territoire, notamment du territoire forestier. Et donc, là-dedans, bon, il y a des chercheurs canadiens, des professionnels qui doivent analyser le territoire forestier et évaluer, est-ce que le territoire forestier canadien contribue à la flèche qui monte de CO2 à l'atmosphère ou est-ce qu'il contribue à la flèche verte qui descend. Donc, pour faire ça, donc, on doit regarder l'ensemble des forêts canadiennes. Donc, c'est tout un travail d'analyse qui doit être fait année après année. Et donc, pour ça, ils ont besoin d'une information détaillée du territoire canadien. Notamment des choses qui viennent perturber, qui influencent ce territoire-là. Donc, les forêts canadiennes poussent. Donc, ça contribue à la photosynthèse, ça contribue à la flèche verte qui descend. Mais il y a aussi des perturbations qui se passent sur le territoire qui peuvent être des sources de CO2 à l'atmosphère. Et donc, dans la dernière décennie, je dirais, les avancées, notamment en télédétection, ont rendu la vie beaucoup plus facile à ceux qui font le rapport d'inventaire national de GS au Canada, parce que ça nous permet de comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe dans les forêts canadiennes. Donc, c'est un exemple que je montre à l'écran, où on a utilisé des données satellitaires pour être capable de détecter les changements actuels et passés sur le territoire forestier. Donc, il y a des choses évidentes comme la récolte forestière. D'habitude, il y a des humains qui sont autour, puis on sait où se passe la récolte, puis on sait quel peuplement, quel type de forêt a été récolté, quelle superficie ça peut avoir. Donc, c'est des données qui sont compilées par les provinces. Il y a des choses évidentes aussi, par exemple, les gros feux de forêt qui ont menacé des communautés ou qui ont rasé des villages ou des villes. Bien, ces feux-là, on sait où ils sont, on sait quelle superficie ils ont. Sauf qu'il y a toute une grosse partie du territoire forestier qui est très peu habité, et donc l'information géospatiale est très importante pour ça, pour nous permettre de détecter ces perturbations-là sur le territoire qui, il n'y a peut-être pas d'humains qui le voient, mais qui ont quand même une influence en termes de bilan carbone du territoire forestier. Puis ensuite, il y a toutes des perturbations de plus petite ampleur, donc qui n'ont pas un effet aussi catastrophique qu'un feu, mais qui ont quand même une influence sur le bilan carbone du territoire. Donc, on pense à certaines épidémies d'insectes qui sont plus diffuses, qui causent la mortalité. Et donc, ces informations-là sont maintenant détectées grâce à des outils de télédétection. Donc, ce genre d'informations-là, c'est pris et c'est mis ensemble dans des modèles carbone. Donc, le Canada le fait, les autres pays le font aussi, mais donc, au Canada, on a un modèle du bilan carbone du secteur forestier, donc qui prend l'information, la description, les données d'inventaire du territoire canadien, du forestier canadien. Il met l'information des changements, des perturbations, par exemple le nombre de feux, le nombre d'épidémies d'insectes, la superficie affectée par différentes sortes de coupes, et met ça ensemble pour calculer le bilan carbone. Donc, les différents pays du monde donc, qui font leur rapport d'inventaire ont chacun leur modèle. Apparemment que celui qu'on a au Canada est un des meilleurs au monde. Là. On est parmi les... Je n'ai rien à voir là-dedans, mais donc on est parmi les meilleurs élèves au monde en termes de modélisation du bilan carbone de notre territoire forestier. Et donc, ce modèle-là, donc avec les informations de la description du territoire, l'information sur les changements, on est capable d'évaluer le bilan carbone du territoire forestier canadien. Là, je ne sais pas si c'est un scoop pour vous ou pas, là, mais quand on regarde au cours des dernières décennies, bien, le territoire forestier canadien a été globalement une source de CO2 à l'atmosphère. Donc, on contribue aux émissions vers l'atmosphère et pas tant à la flèche verte là, qui descendait. Donc, quand on regarde ça, bon, qu'est-ce qui cause? Ça, c'est une chose, c'est un constat qu'on fait, l'évolution au cours des dernières décennies. Maintenant, on essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça. Bien, on a un immense territoire qui est en grande partie influencé par les perturbations naturelles, donc des larges pans du territoire où il n'y a pas vraiment d'influence humaine, c'est vraiment les perturbations naturelles qui ont cours. Donc, on voit la partie orange là, sur leur graphique, donc dans mes données ennuyantes.
Donc, la partie orange, c'est des superficies qui sont touchées par des épidémies d'insectes. Donc, depuis les années 2000, il y a eu une immense épidémie, notamment dans l'Ouest canadien, le Mountain Pine Beetle, qui a affecté des immenses superficies. Et donc, ça a fait des forêts qui, tranquillement, ont arrêté de faire de la photosynthèse, sont mortes, se sont mis à décomposer, et envoyer leur CO2 vers l'atmosphère. On a des superficies aussi importantes là, qui sont brûlées à chaque année. Et c'est beaucoup ça qui vient influencer le bilan carbone donc des forêts canadiennes. Donc, quand on regarde ça, c'est des perturbations naturelles qui se passent sur d'immenses territoires peu peuplés. Bon, c'est sûr que quand il y a des feux qui s'approchent des communautés, on agit activement pour essayer de limiter notamment les feux de forêt. Mais la grande partie du temps, on est un peu impuissant devant les perturbations naturelles. Ça fait partie, c'est comme une force de la nature qui fait partie des écosystèmes forestiers canadiens, donc il va y avoir des insectes qui vont continuer à manger nos forêts, il y a des feux qui vont continuer à les brûler. On peut essayer d'avoir des actions pour augmenter la résistance des forêts, les rendre moins susceptibles dans le futur, mais c'est comme quelque chose sur lequel on n'a pas tant d'influence. Donc on regarde ça, on pourrait juste, bon, nos forêts sont une source de carbone à cause des perturbations naturelles, on ne peut pas y faire grand-chose, donc on ouvre la bouteille de whisky puis on noie notre désespoir dedans. Ou on peut regarder aussi c'est quoi la partie humaine, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ce qu'on voit sur le graphique, là, il y a une petite partie, c'est la partie de la forêt qui est sous aménagement forestier, sous l'effet que nous, on est capable d'avoir sur le territoire. C'est pas ça qui constitue le bilan principal des forêts canadiennes, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on peut avoir de l'influence, puis on essaie d'avoir, bon, ça c'est le bilan canadien actuel, l'effet humain qu'on a sur le bilan carbone, mais est-ce qu'il y a moyen de faire mieux, donc d'augmenter le puits carbone des forêts canadiennes? Donc, pour essayer de comprendre ça, ça prend des données terrain, ça prend toutes sortes d'équipes de chercheurs à grandeur du Canada, à grandeur du monde, qui étudient les processus, l'effet de l'aménagement forestier sur le bilan carbone. Et donc, je vais vous donner en exemple les travaux qu'on fait à la forêt Montmorency. Donc, forêt Montmorency, c'est la forêt d'enseignement de recherche de l'Université Laval. Donc, c'est un territoire d'à peu près 400 km² à 50 minutes à peu près au nord de Québec. C'est à la limite sud de la forêt boréale. C'est un territoire magnifique, là, parcouru par les étudiants, par les chercheurs là, qui veulent étudier les écosystèmes forestiers boréaux. C'est un territoire qui est occupé et utilisé par des communautés autochtones. On y retrouve la faune aussi super intéressante. L'orignal, il règne en roi, il bouffe nos plantations là, avec appétit. On y retrouve l'ours aussi, on y retrouve des loups qui mangent un petit peu des orignaux, qui mangent aussi des étudiants perdus, j'imagine. On a aussi une partie de notre territoire qui est couverte par l'habitat du caribou. Il n'y a pas de caribou à cet endroit-là, hélas, mais on fait des pratiques de restauration en espérant que des troupeaux de caribou ils reviennent là, dans le futur. Donc, un territoire super intéressant pour la recherche. Et donc, d'un point de vue d'écologie, d'aménagement forestier, c'est dominé par un type de peuplement qu'on appelle la sapinière à bouleau blanc. Donc, c'est le royaume du sapin de Noël, là, ce territoire-là. Et donc, les territoires de la forêt Montmorency, donc, d'un point de vue écologique, super intéressant. Et c'est aussi un territoire sur lequel on fait de la récolte forestière. Donc, on fait de l'aménagement forestier, on fait de la récolte forestière commerciale. Donc, le bois qu'on récolte, il est vendu sur les marchés, et ça depuis très longtemps. Donc, depuis plusieurs décennies que le territoire est aménagé, il y a de la récolte, et donc ça nous crée des occasions de recherche pour comprendre l'effet de l'aménagement forestier sur une foule de facteurs de l'écosystème, dont le carbone forestier, dont le bilan carbone. Et donc, depuis que je suis rentrée de prof, moi, en 2014, j'ai envoyé des armées d'étudiantes creuser des trous, mesurer des arbres, mesurer le carbone en forêt pour comprendre l'effet de l'aménagement forestier typique de la forêt boréale qu'on fait à Forêt Montmorency, quel est son effet sur le bilan carbone. Donc, est-ce qu'on contribue à la flèche grise qui monte ou à la flèche verte qui descend sur le bilan carbone total? Donc, avec mes armées d'étudiants, on a été capable de construire ce graphique-là. Ça ne représente pas toute la sueur et le sang là, dans la prise de données. Et donc, ce qu'on a été capable de décrire, c'est qu'après une coupe, donc si je prends 1 hectare de forêt, donc un peuplement forestier, et je fais une coupe totale, donc la pratique habituelle qu'on fait en forêt boréale, on coupe presque l'ensemble des arbres, bien, ce que ça cause dans les premières années suivant la coupe, l'hectare de forêt que je viens de couper,
il devient une source nette de CO2 à l'atmosphère. Donc, il contribue à la flèche qui monte pendant à peu près 26 ans, dans le cas de la forêt Montmorency. Donc, à chaque fois que je fais 1 hectare de coupe de forêt, je contribue à la flèche grise qui monte. Et après 26 ans, bien là, je contribue à la flèche verte. C'est que là, la forêt, elle commence à être assez grosse. Donc, dans les premières années, après la coupe, j'ai beaucoup de perturbations du sol, beaucoup de débris qui vont décomposer, qui vont envoyer du CO2 à l'atmosphère, puis mes petits arbres ne sont pas assez gros pour faire assez de photosynthèse. Et ça prend quelques années avant que les arbres deviennent assez gros et contribuent enfin à la flèche verte là, qui va retirer du CO2 de manière nette là, de l'atmosphère. Donc, c'est une des réalisations qu'on a faites à Forêt-Montmorency et c'est en ligne là, avec d'autres travaux là, qui s'est fait ailleurs dans le monde. Là. La coupe forestière, dans les premières années, bien, ça contribue à augmenter les émissions de CO2 à l'atmosphère. Ça prend quelques années avant que la forêt redevienne un puits de CO2. Cela dit, ça c'est juste quand que je fais 1 hectare de coupe. Mais quand on fait de l'aménagement forestier, on ne s'occupe pas d'1 hectare, on s'occupe d'un territoire. Et donc, on fait des stratégies d'aménagement forestier à l'échelle du territoire. Et ça, une stratégie, bien, ça se passe dans l'espace, donc dans mon territoire, et dans le temps. Donc, ce n'est pas juste 1 hectare de forêt que je coupe là. Je fais des projections dans le futur. Donc, voici la quantité de bois, puis les endroits où je vais aller le couper. Donc, en tout temps, sur mon territoire, bien, j'ai des hectares de forêt qui sont des sources de CO2 qui contribuent à la flèche grise. J'ai d'autres hectares de forêt qui, eux, sont plutôt des puits. Et donc, c'est cet ensemble-là que je dois gérer. Donc, l'information géospatiale, la description de mon territoire est très importante pour m'aider à comprendre le bilan global de mon territoire et faire des projections de la stratégie, du bilan de ma stratégie future d'aménagement forestier. Donc, on a fait ce genre de calcul-là à l'échelle du territoire, à l'échelle de la forêt Montmorency. On a regardé notre stratégie actuelle d'aménagement, donc ce qu'on a fait dans les dernières années, si je le projette dans le futur, qu'est-ce que ça va faire en termes de bilan carbone? Et on a testé différentes autres stratégies. Y a-t-il moyen de faire mieux que ce qu'on fait présentement? Et donc, en faisant ça, bien, la ligne pointillée noire que vous avez, c'est les pratiques actuelles qu'on fait à la forêt Montmorency et qui se font en forêt boréale. Donc, globalement, la récolte forestière, là, c'est un cas où j'ai exclu toute perturbation naturelle. Là, je m'intéresse juste à l'effet de l'humain. Bien, l'effet de l'humain à Forêt-Montmorency, pour l'instant, ça permet de garder la forêt, le territoire forestier, comme un puits. Donc, quand il y a des valeurs en bas de la ligne de zéro, là, des valeurs dans le négatif, ça veut dire que le territoire est un puits, donc contribue à la flèche verte. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Présentement, notre forêt est un puits. Là, si on continue à l'aménager comme on le fait là, mais on regarde est-ce qu'il y a des moyens de faire mieux que ce qu'on fait présentement. Et on s'est aperçu que si on arrêtait de couper, ou on coupait pas mal moins que ce qu'on fait présentement, bien, à court terme, on améliorerait grandement le puits en forêt. Donc, nos forêts pourraient séquestrer beaucoup plus, parce que c'est un territoire forestier qui est relativement jeune. Si je laisse les forêts tranquilles, elles vont croître, elles vont aller capter plein de CO2 de l'atmosphère, puis elles vont augmenter leur puits. Donc, si j'arrêtais de couper, ça m'aiderait à court terme. Cela dit, ce qui se passe à court terme, c'est une chose, mais quand on fait de la foresterie, on travaille sur des horizons de temps d'habitude assez grands. Donc, une révolution, le temps qu'une forêt boréale devienne mature, là, on parle d'horizons de 90 ans, 100 ans, donc je ne peux pas juste m'intéresser à ce qui se passe à court terme. Donc, si je projette mes stratégies à plus long terme, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si à court terme, arrêter de récolter, c'est une bonne idée, donc j'améliore mon puits, bien, à long terme, ça va faire que je vais avoir plein de vieilles forêts qui ne seront plus si productives que ça. Ils vont comme stagner après un certain temps et mon bilan carbone va devenir même vraiment pas bon. Là, je vais devenir une source de CO2 à l'atmosphère. Si je continue à aménager activement ma forêt, je continue à faire de la récolte, je fais de la récolte un peu différemment, je répartis mieux mes coupes, je fais des meilleurs types de coupes, donc je fais moins de coupes totales, plus de coupes partielles, je vais planter plus d'arbres, bien là, à long terme, je vais être capable d'améliorer mon bilan carbone. Et donc, je suis capable de définir des stratégies comme ça quand je m'intéresse, quand je comprends bien mon territoire, que je regarde comment je peux répartir dans l'espace et dans le temps mes différentes formes de coupes. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a moyen de faire mieux avec nos stratégies d'aménagement, notamment à la forêt Montmorency, puis c'est des choses qui peuvent être exportées à d'autres territoires boréaux. Donc, c'est une chose, on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire en forêt, on s'aperçoit qu'on est un puits carbone, et donc ma compréhension géospatiale du territoire m'aide à améliorer mon bilan carbone en forêt.
Mais lorsque je fais de la récolte, ce n'est pas pour prendre le bois et le sacrer au fond du lac. Hein. Lorsqu'on fait de la récolte forestière, il y a un but là-dedans. C'est l'idée qu'on transporte du bois, on prend du bois en forêt, le bois contient du carbone et on transfère ce carbone-là, ce bois-là, vers des produits du bois qui vont servir à répondre à des besoins en matériaux et en énergie. Donc, je ne peux pas me contenter juste de l'information de ce qui se passe en forêt. Lorsqu'on parle d'aménagement forestier puis du bilan carbone du secteur forestier, il faut que je m'intéresse aussi à ce qui se passe avec le bois que je récolte, avec ce qui se passe quand il s'en va dans les usines et sur les marchés. Donc, quand je parle du bilan carbone du secteur forestier, ce n'est pas juste ce qui se passe en forêt, puis creuser des trous, mesurer des arbres, c'est aussi la partie d'opération forestière, notamment les émissions qui viennent de la récolte, qui viennent du transport du bois, donc apporter le bois de la forêt Montmorency vers les usines notamment. Après ça, les produits du bois des usines vers les marchés, vers les individus qui vont les utiliser. Donc, je dois tenir compte de ces émissions-là. Donc, c'est des données que je dois être capable d'aller chercher aussi. Donc, les émissions des différents types de camions qui sont dans nos flottes de transport, par exemple, les différents équipements forestiers qui servent à la récolte, je dois aller comprendre aussi les émissions, donc le bilan carbone de cette partie-là du secteur forestier. On a fait l'exercice pour la forêt Montmorency. On a pris quelques données donc, venant des machineries, venant du transport. Et donc, il y a des chercheurs, des groupes de recherche qui s'intéressent juste à cette partie-là des opérations forestières, des émissions liées aux opérations forestières. Et donc, en prenant les meilleurs estimés qu'on a présentement, donc on a été capable de quantifier ces émissions-là. Et on s'est aperçu que, bon, oui, il y avait des émissions là, mais ce n'était pas si important. Quand on compare ça au bilan carbone de ce qui se passe en forêt, la partie que moi je fais, aller envoyer mes étudiants mesurer des sols et des arbres en forêt, bien ça représente un puits plus important que les émissions liées aux opérations forestières. Les émissions liées aux opérations forestières, c'est à peu près 10 fois moins que le puits en forêt. Donc, c'est quelque chose d'important, mais de pas si significatif que ça dans le bilan du secteur forestier. Ça, c'est une chose. Mais un coup que le bois est récolté, qui est transporté, qui est transformé, qui s'en va dans les mains des gens, bien, les produits du bois, bien, ils sont utilisés puis ils continuent d'avoir une vie. L'arbre a une vie en forêt, mais le produit du bois, il a une vie aussi dans les mains des humains. Et la façon qu'on utilise les produits du bois, bien, ce bois-là, il contient du carbone et il est capable de le retourner à l'atmosphère aussi. Donc, dans les émissions de CO2 vers l'atmosphère, il y a aussi l'utilisation des produits du bois qu'on fait, parce que ces produits-là, ils ont une durée de vie. Donc, on a une table Ikea qui brise après 2 ans, et donc on l'envoie au dépotoir. On fait encore beaucoup d'enfouissement de produits du bois en fin de vie au Québec, au Canada. Et donc, c'est du carbone qui s'en va dans les dépotoirs, qui décompose, qui envoie des émissions à l'atmosphère. Donc, qui contribue aussi au bilan carbone du secteur forestier. Et quand on parle de ce bilan-là, on ne peut pas s'intéresser juste à la forêt. Il faut s'intéresser aussi à la vie des produits du bois, la façon qu'on les utilise et qu'est-ce qu'on fait avec eux en fin de vie. Et donc, ça nous prend des informations aussi sur cette partie-là. Et donc, on les a quantifiées, notamment pour le bois récolté à la forêt Montmorency. Il est transformé, il est envoyé sur les marchés, il est utilisé, il finit par se dégrader, il est envoyé dans un site d'enfouissement, il se décompose, il retourne son carbone à l'atmosphère. Et là, en prenant les meilleurs estimés qu'on avait entre les mains, bien, on s'aperçoit que c'est des émissions assez importantes qui sont du même ordre que le puits en forêt. Et donc, la façon que le bois se comporte sur les marchés, ça cause des émissions qui peuvent venir annuler tout le beau travail qu'on a fait en forêt. Tout le puits carbone qu'on a en forêt, bien, il peut être annulé par l'utilisation que les humains font du bois. Donc là, quand on travaille sur le bilan carbone, là, on ne peut pas juste s'intéresser à la partie le fun, mesurer des arbres, des sols et tout. Il faut s'intéresser, mot-à-dire, à ce que les humains font avec le bois qu'on a fait pousser. Et là, pourquoi ces émissions-là sont si importantes? C'est que la forêt, par la photosynthèse, elle prend du CO2. Le CO2 s'en va dans le bois, donc il est stocké sous forme de carbone dans le bois. Il nous passe entre les mains. Nous autres, on le sac dans les sites d'enfouissement. Il retourne à l'atmosphère sous forme de méthane. Et le méthane a un pouvoir réchauffant plus important que le CO2. Donc, la forêt capture du CO2, puis nous autres, on le transforme en méthane, puis on le retourne à l'atmosphère. Et donc, c'est pour ça que c'est assez facile, si on n'est pas bon avec notre utilisation des produits du bois, d'annuler tous les bénéfices qui se font en forêt. Donc, quand on parle du bilan carbone du secteur forestier,
On ne peut pas juste utiliser de l'info, juste ce qui se passe en forêt. Il faut regarder aussi, ça nous prend de l'info détaillée sur la façon qu'on transforme le bois et la façon que les humains utilisent ce bois-là, donc la durée de vie et leur gestion des sites d'enfouissement. Donc, ça se passe beaucoup dans les dépotoirs. Juste un autre exemple là-dessus, c'est d'autres travaux qu'on a fait dans ce cas-là pour la région de Masquinongé, qui est une région plus dans le sud du Québec, donc des écosystèmes différents de la forêt Montmorency, plus de forêts feuillues dans ce cas-là. On a simulé l'effet de l'aménagement forestier sur le bilan carbone pour cette région-là. Et ce qu'on s'est aperçu dans ce cas-là, pour cette région-là, le fait de faire de la récolte, bien, ça augmentait le puits en forêt. Donc, le fait de faire un peu d'aménagement, ça stimule la croissance, la forêt fait plus de photosynthèse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais dans ce cas-là, on a simulé l'effet des changements climatiques. Là, je fais des projections sur plusieurs décennies, puis même jusqu'au siècle prochain. On le sait que le climat va changer. On sait qu'un climat changeant, ça risque d'influencer les écosystèmes forestiers. Donc, si on tient compte de cet effet-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le puits en forêt, il risque de diminuer à cause des changements climatiques. Particulièrement marqué dans la région de Masquinongé, parce que c'est une région où il y a plein d'espèces qui sont un peu à la limite de leur zone de confort. Donc, un petit changement, là, ça va les rendre inconfortables, puis ça fait baisser leur croissance de manière assez drastique. Donc, il y a des régions du Québec comme ça qui sont plus vulnérables aux changements climatiques en termes de croissance. La région de Masquinongé c'en est une. Donc, changement climatique risque d'avoir un effet négatif sur le puits en forêt pour cette région-là. La partie en orange sur le graphique, c'est les émissions qui viennent de l'utilisation des produits du bois, donc la récolte qu'on fait dans les forêts du Masquinongé, transférée vers les produits du bois, transférée vers les humains, qui les utilisent, qui les envoient au site d'enfouissement. Bien, ça cause des émissions qui sont quand même importantes. Vous voyez par rapport aux puits en forêt, la façon qu'on transforme le bois dans cette région-là, on n'est pas super optimal, on n'est pas super bon à la transformer, puis les pratiques d'utilisation des produits du bois ne sont pas optimales non plus, puis ça cause des émissions qui sont quand même importantes. Et ça devient d'autant plus dramatique si le puits en forêt diminue, puis on ne reste pas bon avec notre utilisation du bois, bien, ça fait qu'on se ramasse avec un bilan vraiment pas intéressant. Ça fait que le secteur forestier n'aide pas à la lutte contre les changements climatiques, mais au contraire contribue aux émissions vers l'atmosphère. Donc, on ne peut pas s'intéresser juste à ce qui se passe en forêt. Il faut s'intéresser avec ce qu'on fait avec le bois, la façon qu'on le transforme. Donc, les usines ont une responsabilité. Le bois qui est récolté, les usines ont la responsabilité de le transformer au mieux pour en faire des produits les plus durables possibles. Les humains, les sociétés qui utilisent ce bois-là, ces produits du bois-là, ont la responsabilité de les faire durer le plus possible, de les recycler, d'éviter les sites d'enfouissement. Si ça se ramasse dans un site d'enfouissement, bien, on a la responsabilité, les villes, entre autres, de gérer les émissions qui viennent des sites d'enfouissement. Et si tout ça n'est pas fait, bien, ça vient annuler toutes les belles affaires qu'on pourrait faire en forêt. L'autre bout du graphique, c'est la partie en jaune, c'est la substitution. C'est un autre patente qu'il faut rajouter dans le bilan carbone du secteur forestier. Donc, on n'a pas assez à s'intéresser à la forêt et aux produits. Il faut s'intéresser aussi à la substitution. Ça, c'est quel rôle les produits du bois jouent pour répondre aux besoins en matériaux et en énergie. Qu'est-ce que ça vient remplacer? Quand on utilise des produits du bois, qu'est-ce qu'on vient remplacer? Est-ce qu'on vient remplacer du béton, de l'acier? Est-ce qu'on vient remplacer des sources d'énergie fossiles? Est-ce qu'on sert du bois juste pour se construire un deuxième patio, puis un troisième chalet, puis un quatrième lien? Ou est-ce qu'on utilise les produits du bois pour venir remplacer des matériaux qui auraient une forte empreinte GES? Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte dans le bilan carbone du secteur forestier. Il faut regarder le rôle sur les marchés des produits du bois. Donc, qu'est-ce que ces produits du bois-là font pour répondre aux besoins, puis qu'est-ce qu'ils viennent remplacer. Et donc, on a la partie en forêt. On doit s'intéresser au carbone qui est transféré vers les produits du bois. On doit regarder la façon que les humains utilisent ces produits du bois-là, le carbone, qu'est-ce qu'ils font du carbone, est-ce qu'ils le transforment en méthane, puis on doit regarder quel effet les produits du bois ont sur les marchés. Et donc, l'information géospatiale, ce n'est pas juste la partie en forêt, c'est la partie produits du bois, c'est la partie marché, la partie des sociétés aussi qui est vraiment importante. Donc, c'est vraiment de la forêt jusqu'à la société. Et je vais finir avec ça. On a fait un exercice de simulation pour le secteur forestier québécois pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux en forêt, pour améliorer le bilan carbone du secteur forestier québécois.
Donc, on a commencé par simuler, avant qu'on sache tout ça, l'importance du reste, on a simulé différents scénarios en forêt. Bon, si je fais des meilleures coupes, je suis meilleure pour planter plus d'arbres, pour faire pousser la forêt mieux. Là, qu'on a fait différentes simulations, puis tous nos scénarios se ressemblent pas mal. On a beau faire tous les separages qu'on veut en forêt, c'est pas là qu'on arrivait vraiment à améliorer le bilan carbone du secteur forestier. C'est vraiment en s'intéressant à ce que les humains font avec le bois, la façon qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils vont remplacer. Donc, est-ce qu'on utilise le bois pour aller remplacer les matériaux les plus polluants? Est-ce qu'on transforme bien notre bois? C'est vraiment là qu'on a vu qu'on avait un impact vraiment important. Donc, en forêt, on peut être aussi vertueux qu'on veut. S'il n'y a rien qui se passe sur la façon que les sociétés utilisent le bois, on n'arrivera pas à améliorer le bilan carbone du secteur forestier ni de la planète en entier. Donc, c'est vraiment dans la société que ça se passe. Puis les scénarios qu'on a simulés, ce n'est vraiment pas des petites affaires timides, c'est des actions vraiment, vraiment ambitieuses qu'il faut penser. Là. La façon qu'on utilise le bois, qu'est-ce que le bois remplace, qu'est-ce qu'on fait avec les produits du bois en fin de vie, là, ça nous prend des politiques vraiment, vraiment importantes pour vraiment avoir un effet sur la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est vraiment, ça va nous prendre des actions là, vraiment ambitieuses et importantes. Et donc, c'est ça, je voulais juste faire un pitch là, pour mon équipe de recherche. Là. On travaille vraiment, oui, sur la partie forêt, mais c'est vraiment sur l'idée de mettre entre les mains des gens des matériaux et de l'énergie renouvelable. Je vous remercie. Si des questions, on peut prendre le temps peut-être pour une ou deux questions rapides, si nécessaire. Oui, de ce côté-là. Salut Evelyne, on se connaît très bien. J'ai vraiment aimé ta présentation, une vulgarisatrice extraordinaire. Y a-t-il d'autres chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là? Parce qu'on sait que c'est un dossier extrêmement important et assez urgent. Est-ce qu'il y a un groupe de chercheurs qui travaillent sur ce dossier-là, puis dans différents types de forêts, puis qui influencent les gouvernements? Y a-t-il des lobbyistes là-dessus? En fait, ce qu'on voit beaucoup dans la recherche sur le bilan carbone, c'est qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent aux écosystèmes forestiers, donc qui travaillent finement sur le cycle du carbone des écosystèmes forestiers. Il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur les produits du bois, mais rarement ces équipes-là se parlent. Donc oui, il y a plein d'équipes qui travaillent sur différents types d'écosystèmes forestiers, sur différents types de produits du bois, sur leur rôle, sur les marchés, mais ce qu'on réalise, c'est que ce monde-là ne se parle pas. Puis ce que nos travaux ont démontré, c'est que si on ne se parle pas, on n'arrivera pas à trouver des bonnes solutions. Il faut vraiment que les équipes qui travaillent en forêt, bien, on apprivoise ceux qui travaillent sur la transformation du bois, sur ce qui se passe avec les produits du bois utilisés dans les sociétés, sur ce que les municipalités font notamment avec les sites d'enfouissement, avec la gestion des produits du bois en fin de vie. Et donc, oui, il y a plein d'équipes. Hélas, elles sont pas encore assez, il n'y a pas encore assez de synergie dans ces équipes-là. Donc, c'est le genre d'affaires, le genre de message qu'on veut passer et sur lequel on travaille là, pour augmenter les synergies. Bonjour Evelyne. Ici. Tu me donnes le goût de boire du whisky. J'espère qu'il est vieilli en fût de chêne. Je constate que l'utilisation des objets en bois après coupe, c'est pas une situation simple. Aujourd'hui, on voit où on nous présente, où on essaie de nous faire croire que la substitution, par exemple, du plastique par des objets bois, mais pour de la consommation de très courte durée, on consomme et on jette sur le bilan global, on ne gagne pas beaucoup. Là. C'est ça qu'on réalise en fait, c'est que oui, la partie substitution, mais la partie fin de vie, là, justement, si ça permet d'étirer le temps que le carbone reste dans du matériel, ça peut être positif, mais l'effet va être marginal par rapport à gérer la fin de vie. Donc, oui, faire des produits du bois, mais il ne faudrait pas que ça soit des jetables mono-usage. On nous présente, on n'a plus de fourchettes de plastique, on a des fourchettes en bois, mais on jette tout de suite. L'effet est quasi nul. Est-ce qu'on commence à calculer une durée moyenne nécessaire où on doit conserver l'objet bois pour maximiser la captation, la conservation du carbone après coupe? Là?
Mais quand on parle de produits, bon, tu parles comme des fourchettes qu'on jette rapidement ou tous les produits de pâte et papier, la durée de vie moyenne, c'est à peu près 2 ans. Mais ce qu'il faudrait viser, c'est au moins 35 ans de demi-vie, en fait. Donc, c'est comme un effort significativement plus important. Cela dit, ce qu'on voit dans d'autres pays, notamment les pays scandinaves, mais ils ont des politiques qui interdisent l'enfouissement des produits du bois et leurs produits du bois sont recyclés notamment en bioénergie qui vient remplacer des carburants fossiles. Et donc là, tu as un effet de substitution qui est vraiment intéressant parce que tu viens remplacer des sources d'énergie fossile très polluantes. Puis le fait d'avoir cette fin de vie-là, au lieu que ça soit juste l'enfouissement puis le méthane, si tu l'envoies en bioénergie, tu as un effet de substitution supplémentaire. Et là, tu t'en sors gagnant. Et ce n'est pas des technologies difficiles, ça se fait dans d'autres pays du monde. Puis quand on publie des articles, nous autres, puis qu'on envoie nos produits du bois d'enfouissement dans nos modèles, là, les Suédois, ils se foutent de notre gueule. Ils disent, voyons, ça se peut pas que vous soyez cave à ce point-là. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, parce que eux, c'est quelque chose qui se fait pas. C'est vraiment envoyé vers la bioénergie, très peu d'enfouissement qui se fait. Donc, c'est des choses qui sont quand même à notre portée. Oui, les innovations en termes de développement de nouveaux produits, mais il y a des choses dont les technologies sont déjà existantes et matures qui pourraient être facilement utilisées. Evelyne Tifo, merci beaucoup pour cette présentation. Et avant que vous descendiez de scène, comme précédemment, dans le fond, le comité organisateur de la journée SIG Université Laval aimerait vous remettre le livre « Le Québec d'une carte à l'autre », rédigé entre autres sous la direction du professeur Yves Brousseau, qui est aussi membre du comité organisateur, ainsi qu'une carte de Samuel de Champlain.